Bonjour à toutes, bonjour à tous, salam alaikum, Azul Fullaoun, merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de Plein Feu, le vrai débat consacré à l'Algérie en mouvement. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Abdelrahman Mebtoul, merci d'être parmi nous. Merci de l'invitation. Merci professeur, vous êtes professeur d'université, expert international en économie notamment, mais vous avez un pédigré un curriculum vitae qu'on déroule à l'infini, donc on va essayer d'aborder dans cette émission une ou deux casquettes en particulier. L'Algérie. Donc l'Algérie aujourd'hui connaît une situation extraordinaire, je dirais à l'instar de beaucoup de pays dans le monde. Ça explose et ça manifeste au Chili, au Soudan, en Birmanie, un petit peu partout dans le monde. On l'a vu aussi en Bolivie, on le voit au Liban. Donc qu'est-ce que ça vous inspire, cette espèce de mouvement mondial des peuples, et dans ces peuples, des sociétés civiles, c'est quelque chose qui vient, on y reviendra dans l'émission, mais ces sociétés civiles qui veulent s'exprimer. Ça vous inspire quoi déjà sur le plan mondial ? On assiste à quelque chose de différent, il y a une rupture avec la guerre froide, avec les anciens systèmes, il se passe quoi ? Bon, le monde qu'on vient de souligner est en perpétuel mouvement. Une société, qu'elle soit locale ou mondiale, n'est jamais statique. Avec l'ère d'Internet, les réseaux sociaux, où on peut contacter n'importe quelle personne à travers le monde, avec une jeunesse très importante, c'est que j'ai l'impression qu'une grande fraction de la population mondiale aspire à plus de liberté, à plus de démocratie. Ce n'est pas uniquement une augmentation des salaires comme par le passé. Et effectivement, tous ces mouvements qu'on constate en Irak, en Algérie, on vient de le voir récemment en Bolivie, au Soudan, tout ça traduit une vitalité de la jeunesse. Et là, presque un discrédit du politique. Les gens ont de moins en moins confiance en politique. Et là, ça traduit le dynamisme, effectivement, d'une société civile. Alors, vous venez de prononcer un mot capital, fondamental, le mot confiance. On a eu les guerres, ensuite les guerres froides, avec le montage de toutes ces organisations internationales qui étaient censées faire avancer un monde de paix et de démocratie. Et on a eu les décolonisations, particulièrement en Afrique du Nord et en Asie. Et il se trouve que les pouvoirs néocoloniaux, les pouvoirs post-coloniaux par exemple, étaient des pouvoirs en fait néocoloniaux. C'est-à-dire que des pouvoirs de l'intérieur, des gouvernements de l'intérieur, des chefs d'État de l'intérieur ont reproduit vis-à-vis de leur propre population des schémas d'oppression, de discrimination, de domination. Et les populations se sont dit, nous ne sommes pas vraiment indépendants. Nous subissons le joug d'une autre colonisation que de l'intérieur. Et c'est à travers la planète. Vous partagez ce sentiment ? Non, vous savez qu'au niveau déjà mondial, existe une non-synchronisation entre la sphère réelle et la sphère financière qui domine le monde. On l'a vu à travers les richesses des gens qui effectivement manipulent le capital argent. Le deuxième élément, c'est qu'il existe une non-synchronisation entre la dynamique économique et la dynamique sociale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une répartition équitable effectivement du revenu national, tant au niveau interne qu'au niveau international. Bon, actuellement, effectivement, se pose un problème d'une refonte des relations internationales d'une manière globale, ce qu'on appelle une nouvelle gouvernance globale, et des gouvernances locales. Bon, les gouvernances locales, il ne faut pas toujours imputer effectivement la responsabilité à l'extérieur, c'est très facile. Par exemple, si je prends le cas du continent Afrique, les dirigeants de l'Afrique ont une lourde responsabilité vis-à-vis de leur population, vis-à-vis de leur mauvaise gouvernance. Mais lorsqu'il y a un rapport effectivement de la Banque africaine de développement qui dit que les transferts
de capitaux de l'Afrique vers l'autre reste du monde, notamment les États-Unis d'Amérique et l'Europe, sont plus importants que l'aide qu'ils reçoivent. Mais concernant l'Afrique, les pays africains, qu'ils soient du nord ou de l'ouest ou du sud ou de l'est, subissent une tutelle. Du point de vue de la gouvernance, ils sont encore un petit peu, emprisonnés, puisqu'ils ne sont pas au Conseil de sécurité. Je sais que les pays africains réclament 3 postes au niveau du Conseil de sécurité. Il y a une gouvernance qui est un peu déséquilibrée. S'ils avaient cette réelle gouvernance, avec ce pouvoir de veto, peut-être que l'Occident, les Européens, les verraient d'un autre œil. Et peut-être que les flux financiers dont vous parlez seraient peut-être beaucoup plus conséquents quant au développement de leur pays. Vous savez, lorsqu'il y a de la corruption, il y a des corrupteurs et des corrompus. Donc il y a la responsabilité fondamentale des dirigeants dont les pays connaissent la misère et qui sont responsables de l'exode et de toutes les migrations qu'on voit et des morts en Méditerranée. Et il y a la responsabilité effectivement des gouvernements occidentaux qui acceptent effectivement sans frémir les capitaux qui viennent de ces dirigeants et qui s'installent avec des châteaux luxueux dans leur pays. Donc là, effectivement, il faut une moralisation. Je crois qu'il y a un problème très très important que les économistes oublient, c'est les liens entre la morale et le développement. Je pense que les fondateurs à la fois de l'économie, mais pas uniquement David Ricardo, Adam Smith ou Malthus ou Karl Marx, mais déjà Ibn Khaldoun, déjà dans la Muqaddimah, mettait en relief les liens entre la moralité et la décadence des sociétés maghrébines. Il disait que lorsque l'immoralité a atteint la société, la gangrène du sommet en bas, c'est la décadence de la société. C'était le XIVe siècle déjà. Là. Donc, il y a bien avant, si on voit à l'époque grecque, Aristote, Platon. Donc, le grand problème qui se pose pour qu'il y ait une prospérité partagée à travers le monde, il faut qu'il y ait une refonte effectivement globale des relations internationales. Et si la moralité, effectivement, devient le facteur prédominant, avec, disons, la pression même des pays développés, les dirigeants du Sud, et là vous posez un véritable problème que le prix Nobel Amartya Sen, qui est un Indien, a dit qu'il ne peut pas y avoir à long terme, peut-être à court terme c'est possible, des liens entre la démocratie tenant compte des anthropologies culturelles, parce qu'on n'instaure pas la démocratie de la même manière en Afrique et aux États-Unis ou en France, et le développement. Alors, revenons à l'Algérie que vous connaissez bien, puisque depuis maintenant plus de 40 ans, vous êtes un expert, vous êtes professeur d'université, vous avez conseillé les différents gouvernements du point de vue notamment de l'économie et de l'énergie, puisque vous êtes un spécialiste sur le plan de l'énergie, que ce soit des ressources pétrolifères et gazières ou minières. L'Algérie connaît une situation inédite depuis le 22 janvier 2019. Il y a un mouvement considérable qu'on appelle le Hirak. C'est une manifestation tous les vendredis. Et, les gens sortent dans la rue, des millions de personnes, des centaines de milliers de personnes. Tous les mardis aussi, ce sont les étudiants qui sortent et qui réclament l'indépendance, une nouvelle indépendance, une deuxième république. Il se passe quoi en Algérie? Et tout ça dans un cadre pacifique, pas de violence. Les gens nettoient les rues après la manifestation. C'est un modèle pour le monde entier. Le monde entier a érigé le système de manifestation algérien en modèle. Il se passe quoi en Algérie, M. Mektoul? Bon, tout d'abord, pour éviter toute mauvaise interprétation, j'ai eu mon doctorat en 1974, effectivement. Je suis expert comptable de l'Institut de gestion de Lille. Je suis un ancien émigré qui est rentré en Algérie vers les années 72. C'est que j'ai agi en tant qu'expert, mais on ne m'a pas écouté pour votre dilemme, parce que... mais il faut mieux être à l'intérieur, c'est mon point de vue, du système, faire passer 10 à 15% de ses idées, qu'être en dehors et ne rien faire passer. Le système, vous le connaissez bien. Je le connais très bien puisque j'ai navigué depuis 1974. Alors les manifestants disent
système Barakat. On ne veut plus de ce système. Alors, dites-nous, il se passe quoi en Algérie? Non, attention, il faut bien définir ce que c'est qu'un système. Hein. Il faut différencier le système du régime. C'est totalement... ils disent, on les voit dans les pancartes, oui. Ils veulent un état de droit, ils veulent la liberté des médias, ils veulent se réapproprier les terres des ancêtres, ils veulent que leur langue maternelle, tamazight en particulier, soit vraiment officielle et enseignée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'elle est reconnue, mais c'est simplement, elle n'est que dans quelques wilayas et elle n'est pas du tout au niveau national, que le code de la famille soit abrogé, qu'il y ait une parité entre les hommes et les femmes, que les magistrats soient mieux considérés, que les syndicats privés soient autorisés, que les étudiants puissent avoir accès à des Erasmus, à des débouchés, et qu'ils puissent occuper des places en fonction de leurs compétences et non plus en fonction de la Marefa. Donc on entend tout ça dans les manifestations. Non, je suis d'accord. Alors, écoutez, ça c'est le système. Le 22... C'est le système ou c'est le régime, ça c'est les actions du régime. Bon, c'est très très complexe en termes méthodologiques de différencier effectivement l'État, d'abord la nature de l'État, ce qu'on appelle le système, bon c'est un terme qui est devenu banalisé, et le régime, ça veut dire les gens qui sont au niveau du pouvoir. Hein. C'est très complexe, on va pas revenir. Toujours est-il pour revenir au 22 février. Le 22 février n'est que la cristallisation du mécontentement de toutes les politiques économiques qui ont été menées de 63 à ce jour. Un ras-le-bol qui est généré. C'est un ras-le-bol, c'est une cristallisation, c'est un mouvement historique qui s'est passé, mais... Porté par la jeunesse en particulier. Oui, mais je sais, mais maintenant porté par toutes les franges de la population, pas uniquement par la jeunesse. Ça va de l'enfant de 5 ans à la grand-mère de 95 ans. Oui, maintenant c'est tout le monde toute la famille algérienne qui est impliqué. Bon, toujours est-il, c'est que Hirak, ce qu'on appelle le Hirak, est un bienfait, mais s'il persiste dans le truc, ça peut être névralgique pour l'avenir du pays. Je vais vous expliquer. C'est que l'Algérie allait droit au mur avant le Hirak, pour que les choses soient claires. Regardez, les réserves de change étaient de 194 milliards de dollars. Près de 200 milliards, oui. Non, 194, je vous donne le chiffre officiel de la Banque mondiale. Et aujourd'hui, elles sont de 50. Bon, 194, attends, je vous donne le chiffre officiel. 194 au 31-12-2013. Au 31-12-2018, il était à 79,8 milliards de dollars. Et fin avril 2019, à 72,8 milliards de dollars. Regardez un peu l'épongement de la dette. Deuxième élément pour que les auditeurs de Beurre FM TV puissent comprendre, c'est que les rentrées de devises de 2000 à fin 2018, c'est les chiffres officiels de la Banque mondiale, sont aux environs de 1000 milliards de dollars, dont 35 milliards, 40 milliards de Sonatrach. Parce que Sonatrach, si on inclut aussi les dérivés, représente 98% des recettes en devises. Les sorties de devises, parce qu'il faut faire un calcul, au 31-30-2019 du mois d'avril, il reste 72,8. Donc les sorties de devises ont été de 930 milliards de dollars. Or, le taux de croissance, qui est un élément déterminant pour mettre fin, disons, atténuer le taux de chômage et les tensions sociales, n'a été que de 2,5 à 3%. Donc, là, il y a eu certainement des surfacturations. Si on applique 15% de surfacturation sur 930 milliards de dollars, c'est une sortie de transfert de capitaux de 100 milliards de dollars entre 2000 Qu'est-ce que vous voulez nous dire, là, professeur Mebtoul, par cette démonstration, que c'est cette situation-là qui a conduit à l'explosion, à toutes ces manifestations? Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là? Non, je veux vous dire, c'est que l'impact ça veut dire que la place te dit que ces richesses ont été dilapidées. Ils le disent. Bon, mais là, il ne faut pas avoir aussi une vision totale de sinistrose. On est comme dans le Titanic. Il y a eu un silence. C'est que, est-ce que vous imaginez en France qu'on dit à 2 millions de ménages qu'on donne un logement presque gratuit? Ça n'existe pas en France. Donc c'est quoi? C'est l'État-providence? Non, ça veut dire qu'il y a certainement une fraction qui a été prise, mais pour calmer le Front social et l'inculper
et le mettre, disons, c'est une corruption indirecte, déguisée. On a corrompu presque toute la société. À la fin, qu'est-ce qui se passe à Hirak? Hirak, c'est un acte de dignité. Il demande, comme vous venez de le dire, de la liberté, un état de droit, plus de justice sociale. Vous ne nous achetez plus avec de l'argent. Donc, et c'est une conscience interne collective que le bateau Algérie, puisque c'est le titre de l'émission, va vers un suicide collectif. Donc, le Hirak est un bienfait si on change, effectivement, on va vers un état de droit, on lutte contre la corruption sans les règlements de compte inutiles, on redonne confiance à la population parce qu'actuellement, il y a un divorce État-citoyen. C'est indéniable. Et là, on le verra certainement si on en discute, parce que le plus important pour le 12 décembre, c'est le taux de participation. C'est le taux de participation pour voir effectivement. Moi, je peux vous donner un chiffre officiel du ministère de l'Intérieur. Aux dernières élections législatives, si on prend en compte les bulletins nuls, plus de 65% de la population n'ont pas fait confiance au parti. C'est 35%. Si on ajoute les gens qui ne se sont pas inscrits pour le vote, on obtient plus de 72,5% de gens qui ne font pas confiance au parti. Ce n'est pas propre aussi à l'Algérie. Actuellement, il y a une défiance. Ça revient à votre première question des nouvelles mutations mondiales, de ces mouvements à travers le monde, pas uniquement dans les pays du tiers-monde, mais aussi dans les pays développés, contre ce monde effectivement injuste. Mais deux questions, professeur Meptoul. Tout d'abord, vous nous parlez d'un État. La constitution algérienne aujourd'hui n'existe plus, elle est caduque. Le système de gouvernance, c'est un système nominatif puisqu'il est nommé par la hiérarchie militaire, tout le monde le sait. Les deux personnages centraux de l'État, le chef d'état-major et le président par intérim, ont été nommés par Abdelaziz Bouteflika, qui lui-même a été mis en congé. L'État aujourd'hui, il est représenté par quoi? Par qui? Non, là, il faut faire un dilemme. C'est que vous revenez à Al-Hirak. Non, mais aujourd'hui, l'État algérien, c'est quoi? Non, s'il vous plaît, vous revenez à Al-Hirak. Est-ce qu'il y a eu des morts comme des tirs en Irak? Plus de centaines de morts à tirs balles réelles. L'armée a accompagné Al-Hirak. Au contraire, moi j'ai discuté avec certains responsables, il y a des gens qui disent qu'ils ne veulent pas nous laisser rentrer à Alger. Parce qu'il y a des gens qui voulaient rentrer à Alger pour tuer des gens, pour faire la pagaille. Donc l'armée algérienne a accompagné le Hirak. Donc là, c'est un élément très important, c'est, comme vous l'avez dit, ça fait l'admiration du monde, c'est pacifique, etc. Et il ne faut pas voir qu'Alger, il faut voir toutes les autres wilayas où les forces de sécurité et l'ANP ont accompagné le Hirak. Bon, maintenant, vous posez un élément fondamental. On ne peut pas continuer dans la situation actuelle de ce chaos politique où un gouvernement fait des décisions qui engagent l'avenir alors qu'il n'est pas du tout légitime. Bon, moi je ne suis pas contre la loi des hydrocarbures, j'ai toujours milité pour qu'elle soit effectivement amendée, mais qui a été votée. Aujourd'hui, j'aurais préféré que ça soit fait par un pouvoir légitime. Le problème qui se pose, on ne peut pas continuer dans une transition. C'est-à-dire si on continue, ça veut dire les gens qui demandent une période de transition. Moi, je leur pose une seule question, c'est qu'on a fait des calculs très précis en termes de scénario. Les réserves de change risquent d'être entre 16 et 20 milliards de dollars fin 2021. Premier semestre 2022, on va au Fonds monétaire international. Dans ce cas-là, où serait l'indépendance économique du pays? Bon, moi je préfère, même si le taux de participation est de 25-30%, et ce n'est pas propre à l'Algérie, puisque aux États-Unis d'Amérique, le président n'a jamais été élu au-delà de 35%, et aller vers une stabilisation politique. Moi, ce que j'espère, parce que j'ai toujours, depuis 1974, dans tous mes écrits, milité pour qu'il y ait des liens entre la démocratie et le développement. Mais, professeur Meptoul, revenons quand même sur la situation. On a l'impression qu'il y a un fossé énorme entre
ce qu'on a aujourd'hui, qui est à la tête du pays, donc que ce soit l'état-major ou le président par intérim, et la population. Cette population est descendue dans la rue en disant « Nous voulons être indépendants. Nous voulons une deuxième république, nous voulons être respectés, nous voulons que le droit soit, etc., etc. » Donc on connaît les mots d'ordre. Et en face, on arrête des gens, parce qu'ils ont eu un drapeau berbère dans la poche, on arrête des gens parce qu'ils ont simplement, comme Karim Tabou ou Hakim Haddad ou des gens comme ça, parce que simplement ils étaient dans des manifestations. On a inventé l'atteinte au moral de l'armée, donc on ne sait pas trop bien ce que c'est que ce délit. On met des gens en prison et ensuite il y a un jugement. Et on a l'impression quand même que il se passe quelque chose, il y a un fossé qui est en train de se creuser entre cette population qui aspire à une Algérie démocratique, diverse, ouverte sur le monde, et puis quand même à des responsables qui disent vous devez être algérien de cette façon, vous ne devez brandir que tel drapeau, vous devez dire que tel slogan, vous devez marcher au pas. On va vous montrer, nous, comment être algérien, comment être, etc. Et vous allez aller à une élection et choisir parmi 5 candidats qu'on vous aura choisi. On a l'impression quand même que les dés sont pipés, quoi. Non, écoutez, moi je pense que votre analyse, elle vient de l'extérieur. C'est une question. Elle vient de l'extérieur. Alors allez-y. Alors contredisez-moi. Non, je suis à l'intérieur. D'abord, moi j'ai discuté beaucoup avec des amis sociologues qui sont dans le Hirak. Ils ont fait une analyse, disons, de la stratification sociale Hirak. Le Hirak est traversé par différents courants contradictoires. Il y a les extrêmes gauches, les gauchistes, les trotskistes, les droitistes, les islamistes. Demain, on leur dit, on va vers un programme. Personne ne peut s'entendre sur un programme. Personne. Ça, je vous le dis. Donc ça, c'est un élément très, très important. Moi, j'ai toujours milité pour que la Mazir soit inscrite dans la Constitution, ce qui est le cas. C'est ce qui a été fait. Mais imaginez-vous que lorsque son Excellence le président Macron fête le 14 juillet, on lui brandit aussi le drapeau breton. C'est le drapeau français, à ma connaissance. La France, c'est le drapeau français avec des drapeaux bretons, des drapeaux corses, etc. Mais il y a un seul drapeau en Algérie. Oui, mais en l'occurrence, non. Excusez-moi. En l'occurrence, vous parlez d'une manifestation nationale, c'est-à-dire fêter la fête nationale. Il est tout à fait normal que ce soit le drapeau algérien et le drapeau, le symbole de l'Algérie. Ça, il n'y a aucune ambiguïté. Mais dans une manifestation bon enfant, où vous avez toutes les régions qui manifestent, où vous avez tout ça, vous pouvez très bien avoir plein de drapeaux, de toute façon, etc. Où il y a un problème. C'est la diversité. Non, il y a des gens... Moi, je suis des gens innocents, des jeunes, effectivement, qui brandissent le drapeau Tamazigh et ils ne doivent pas être condamnés. Bon, c'est des gens imbus, c'est leur culture, etc. Personne n'a jamais dit qu'il fallait remplacer le drapeau national par le drapeau amazigh. Personne n'a dit. Personne. Vous me laissez terminer. Bon, c'est ça. Mais le problème qui se pose, il y a à l'intérieur, d'après les renseignements que nous avons, des gens qui veulent porter atteinte à la sécurité nationale. Ça, c'est clair, net et précis. Une minorité. Parce que les plus grands patriotes et qui ont combattu durant la guerre de libération nationale, pour l'Algérie, ça a été bien les Kabyles. C'est sûr, les cimetières sont à perte de vue en Kabylie. Non, moi j'ai beaucoup d'amis kabyles, beaucoup de gens des Aurès, du Sud, etc. Moi j'entretiens des relations multiformes avec plusieurs personnes. Donc pour qu'il n'y ait pas de mauvaise intention. Mais il y a une minorité à l'intérieur qui utilise certaines jeunes pour porter à l'atteinte à la sécurité du pays. Donc il faudra faire la différence lors des procès entre ces jeunes innocents qui brandissent le drapeau Tamazigh, disant que c'est un élément culturel de notre personnalité. De toute l'Afrique du Nord, d'ailleurs, de toute l'Afrique du Nord. Ouais. Ça va des Canaries jusqu'en Égypte. Oui, je sais. Ça descend au Niger, au Mali. C'est un drapeau de l'Afrique du Nord, en principe, historiquement. Donc, et des gens qui manipulent pour effectivement profiter de la situation de la crise politique pour effectivement favoriser une déstabilisation du pays. Pour revenir effectivement à l'Algérie,
L'Algérie et Nasser, on a été ensemble dans toutes les tournées de Marseille, etc. Dans le sommet des deux rives pour la Méditerranée. Tout le monde a convenu que l'Algérie est un acteur stratégique de la stabilité de la région méditerranéenne et africaine. Et incontournable, et notamment au niveau énergétique. Donc, moi je suis bien placé puisque c'est moi qui ai présidé la commission de la transition énergétique des 5+5. Et tout le monde a convenu des 5+5 que c'est un acteur stratégique. Évitons d'aller vers une déstabilisation de l'Algérie. Moi ce que je souhaite c'est qu'on aille vers une stabilisation du pays qui est profitable aux deux rives de la Méditerranée. Moi personnellement, depuis de longues années, à l'invitation de Pierre Moussa, en 1993, au siège de l'UNESCO, avec l'ancien ministre de l'économie marocain Barrada, qui est devenu d'ailleurs ambassadeur à Paris, qui est un professeur, c'est un collègue, nous avons effectivement fait une intervention sur le Maghreb face à la stratégie euro-méditerranéenne. Moi, je suis un partisan depuis de très longue date de l'intégration de l'Afrique du Nord. Je ne parlerai même pas du Maghreb, de l'Afrique du Nord, disons parce que c'est un élément qui peut servir de pont de stabilisation entre l'Europe et l'Afrique. Et l'Algérie est un acteur déterminant de cette stabilité. Donc, espérons que le 12, moi j'ai fait un communiqué où j'ai dit, il faut que ça se déroule, effectivement c'est dommage que les démocrates n'aient pas participé à l'élection, mais les islamistes n'ont pas participé parce que Ben Guelina ne représente pas le courant islamique. D'ailleurs, Mokri vient de dire que nous, on ne le soutiendra pas. Dans les 5 candidats, il n'y a pas de démocrate pour vous? Non, c'est-à-dire, attention, le terme démocrate, il faut le, entre guillemets, démocrate, c'est celui qui veut aller vers un état de droit, libérer la femme, lutter contre la corruption. Parmi les 5 candidats, il n'y en a aucun qui est dans cette sève-là. Non, c'est pas dans les 5. Tous disent dans leur programme qu'on va aller vers un état de droit, qu'on va aller vers la démocratie, qu'on va... Mais tous les 5 font partie de l'ancien système, d'une façon ou d'une autre. Écoutez, moi, lorsque j'étais ministre délégué et j'ai fait tous les pays de l'Est. C'est très important, la transition des pays de l'Est vers l'économie de marché. Qu'est-ce que j'ai constaté? Les gens qui disent non, les pays de l'Est, c'est les gens qui ont réussi la transition, c'est les acteurs réformistes qui ont intégré les acteurs conservateurs dans une dynamique. On ne peut pas faire partir tout le monde. Quelqu'un qui a été fonctionnaire pendant 30 ans dans l'ancien système, vous dites qu'il doit partir? Non. C'est-à-dire, le grand problème qui se pose, est-ce que ces gens vont tenir compte des revendications al-Hirak? Parce que moi, ce que je dis, c'est qu'il y a l'Algérie avant le 22 février et l'Algérie après le 22 février. L'Algérie ne sera plus jamais comme avant. On arrive vers la fin de cette émission. Vous avez porté, dans le débat sur la Méditerranée, la société civile algérienne. Vous avez été le chef de file de la société civile. On entend beaucoup dans le Hirak que la société civile devait se prendre en charge et être aux commandes. Et d'ailleurs, c'est vous-même qui, dans tous vos discours, appelez à une nouvelle gouvernance en Méditerranée, en Algérie en particulier, avec une présence importante de la société civile. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus? Et deuxièmement, la future Algérie doit être diverse, bien sûr, mais ouverte sur le monde extérieur. Et on a l'impression actuellement qu'on tape un peu sur l'Occident et sur la France en particulier en Algérie. Non, là, il faut effectivement éviter de dire que, parce qu'il y a une petite minorité qui tape sur l'Occident et la France, que toute la majorité de la population partage son point de vue. Attention, parce que là, il y a des clichés. Comme je vous l'ai dit auparavant, la société civile algérienne, elle est éclatée, elle est atomisée. On espère une réorganisation avec, bien sûr, des courants idéologiques différents. Parce que le plus grand ignorant est celui qui prétend tout savoir. Il faut qu'on arrive à inculquer la culture de la tolérance, c'est-à-dire accepter la contradiction. Donc, et ensuite, une fraction de la civile, voteront pour les libéraux, voteront pour les social-démocrates, voteront pour les gens de gauche, etc. Il faut laisser effectivement faire, effectivement, mais dire que le Hirak
dans toute sa composante et homogène, c'est ne pas connaître effectivement la morphologie de l'Hirak. Moi, je dis que le XXIe siècle donnera le primat à la société civile. J'en suis personnellement convaincu à travers des réseaux décentralisés. Il faut que, et si l'Algérie veut aller vers une démocratie plurielle, il faut dynamiser la société civile dans sa diversité et accepter le droit à la différence. On arrive à la fin de cette émission. Vous êtes sur Beurre FM TV, c'est une chaîne de télévision qui s'adresse à la diaspora, en France et dans le monde. Qu'est-ce que la diaspora algérienne peut faire pour l'Algérie et qu'est-ce que l'Algérie peut faire pour sa diaspora? Comment ça peut marcher ensemble? Vous savez que le défi du XXIe siècle sera caractérisé par la bonne gouvernance et l'économie de la connaissance, dont Internet, l'intelligence artificielle. On devrait assister à de profondes transformations géostratégiques et effectivement culturelles, économiques, politiques, à travers effectivement ces nouvelles technologies qui vont façonner nos comportements. Nos enfants n'ont pas le même comportement que nous et c'est eux l'avenir. Donc il faut qu'on se mette au diapason avec eux. La diaspora recèle une importante potentialité intellectuelle. Bon, et là, ça renvoie à la mauvaise gouvernance, je l'ai écrit, j'assume, qui se passe en Algérie. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait un lien, comme ils font les Chinois, comme ils font tout le monde, intégrer la diaspora. Bon, c'est vrai que moi, j'ai fait mon primaire, mon secondaire, une fraction du supérieur, je suis rentré en Algérie vers l'année 73. Bon, effectivement, je suis très très longtemps en Algérie, mais je dis que c'est dommage que la diaspora, on ne l'intègre pas effectivement dans la dynamique du développement. Ça peut être un apport. Par exemple, je discute avec beaucoup d'amis qui sont aux États-Unis, au Canada, en France, en Belgique ou même en Angleterre. Je dis, nous, on veut apporter quelque chose pour l'Algérie. Mais c'est vous qui... on a l'impression qu'on n'a pas d'interlocuteur. Moi, je souhaiterais qu'il y ait effectivement un ministère de l'émigration dans le futur gouvernement et qui sert de pont avec la diaspora algérienne. Abdelrahman Mebtoul, merci d'avoir accepté notre invitation. Ce que je vous propose, c'est qu'on se revoie régulièrement, que vous nous fassiez le point sur toutes les évolutions sociales, politiques, économiques du pays. Donc, on prenne un peu la température avec vous de temps en temps. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais terminer par une chose, pour éviter toute mauvaise intention. Je connais très très bien la structure de l'armée algérienne. Je suis un civil, je suis pour un État civil. Hein. Mais l'immense majorité de la composante de l'armée algérienne, c'est des jeunes, c'est des docteurs d'État, des ingénieurs. Il ne faut pas voir uniquement l'ancienne catégorie. Et je pense qu'ils vont accompagner le Hirak et que, espérons, ça c'est un grand espoir que j'espère, que l'Algérie va aller vers un État démocratique tenant compte de son anthropologie culturelle. Shukran, merci beaucoup. Et moi je vous dis à bientôt et la liqa, la khair, artimili.